Va faire, comme on le dit, essayer de voir la presse nationale. Selon mon confrère de l'Akhbar, le confrère de l'Akhbar, c'est l'affaire Mkhitir. Al-Akhbar Info relève les coulisses. L'hebdomadaire Info est revenu largement sur l'affaire de Mohamed Cheikh Mkhitir, le blogueur mauritanien condamné à mort. L'Atlas Info. La Cour suprême décide de nouveaux procès pour condamner à mort pour blasphème. Selon le site Moriweb, l'affaire de Oulem Khaitir, des milliers de Nouakchott, des milliers de personnes à Nouakchott manifestent en prévision de l'arrêt de la Cour. Selon le confrère d'Iklam, Mkhaitir a été reconnu coupable du crime d'apostasie. À Nation Info, des manifestations réclament la pendaison de Mkhaitir. L'authentique, la Cour suprême décide d'un nouveau procès pour un condamné à mort pour blasphème. Monsieur, vous avez vu cette foule immense qui demande la tête de Mkhaitir. Malgré une large division, aujourd'hui, on sait que le procès est toujours suspens dans les coulisses de la Cour suprême. Qu'est-ce qui est à l'origine vraiment de cette lenteur? Alors, merci M. Baïdgueye de m'avoir invité pour parler de cette actualité brûlante. L'affaire de Oulem Khaitir, le moins qu'on puisse dire, est une affaire un peu considérée comme une patate chaude entre les mains du pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Maintenant, la révision de ce procès qui a été décidé par la Cour suprême nous ramène un peu en arrière, puisque la défense avait quand même gagné d'un cran pour pouvoir ramener l'accusé au statut d'apostat qui peut, et comme nous le livrent les sources, se repentir, et d'ailleurs même il s'est repenti officiellement, et ce qui pouvait lui permettre d'être sauvé. Mais maintenant on revient en arrière, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a plus de chance. Et c'est justement la pression de la rue, la pression des lobbies un peu islamistes et radicaux qui ont provoqué ce retournement de situation. Donc voilà. Mais on a vu aussi l'absence des avocats à défendre vraiment Mkhaitir. Oui, justement, comme je disais tantôt, c'est que la pression de la rue et la pression médiatique qui s'est vraiment investie ces derniers jours ont permis de mettre un peu des menaces, plus ou moins, qu'on peut dire, qui ne sont pas implicites à tous ceux qui défendent Mkhaitir. On se rappelle du célèbre avocat Ouli Chidou qui a jeté l'éponge parce qu'il pensait que la vie de son fils ou les intérêts de son fils sont menacés parce qu'il représentait Samsung et sa boutique s'est vue saccagée. Et d'autres avocats comme Ouloumoine qui a vu aussi, lui aussi se retirer de cette course judiciaire. Il restait que la brave Maître Mbaye qui est encore dans la course. Mais il faut dire que c'est la pression des milieux religieux qui font qu'aujourd'hui, voilà, personne ne peut se hasarder de s'impliquer dans ce dossier-là. Mais comment aujourd'hui la justice peut-elle trancher dans la mesure où aujourd'hui il subit des pressions? Est-ce que la justice en Mauritanie vraiment manque de cran ou bien d'indépendance à pouvoir vraiment statuer sur le sort du blogueur mauritanien? Oui, oui. En fait, qu'est-ce qu'on peut dire de l'indépendance de la justice mauritanienne? Bon, ce n'est plus un secret, c'est qu'on sait que la justice est inféodée au pouvoir exécutif parce que la plupart des gens qui sont nommés sont ou proches du pouvoir ou parachutés par des proches du pouvoir. Donc, même s'il y a quand même au niveau de la Cour suprême, et il faut le rendre à César ce qui appartient à ça, il y a quand même des gens, des avocats, des juges qui sont vraiment compétents, connus à travers la Mauritanie, qui sont vraiment indépendants et qui essayent de donner des veredicts plus ou moins quand même justes. Mais sur cette question-là, c'est que le problème est plus complexe parce que à la fois la pression de la rue, la pression des milieux religieux, on sait que notre République est une République plus ou moins
très sous la pression des religieux. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est impossible de rendre un procès dans ces conditions-là, puisque la pression que subissent et à la fois les juges et à la fois les avocats font qu'on va on va voir que ce procès-là va être renvoyé de procès en procès. La peine de mort n'est-elle pas abolie en Mauritanie? Bien sûr qu'elle est abolie et que même, je vais vous dire une information, c'est que les militants mauritaniens proches du pouvoir, c'est-à-dire les militants droits d'homme proches du pouvoir, ils participent dans des forums internationaux sur des rencontres concernant l'abolition de la peine de mort. Donc c'est un peu contradictoire. C'est qu'aujourd'hui, la Mauritanie est, pour dire très clairement, et sur ce dossier-là, il est entre l'enclume et le marteau. L'enclume des milieux radicaux et religieux et le marteau de la communauté internationale qui observe la Mauritanie de près. Donc du coup, le président Mohamed Ould Abdelaziz, il va tout faire pour repousser le procès jusqu'à ce que... Est-ce que c'est Aziz? Il y a la justice, non, mais si c'est jugé, sous son air, c'est-à-dire que... si par exemple on décide de valider la peine de mort contre Mkhaïter, on dira que sous Ould Abdelaziz, il y a un Mauritanien qui a été condamné à mort et si par malheur la peine est exécutée, ça sera encore une charge pour lui. Donc au niveau de la communauté internationale, aujourd'hui, le président Mohamed Ould Abdelaziz a besoin de temporiser, vu les crises qu'il traverse au niveau diplomatique, donc à temporiser ce procès-là jusqu'à le passer éventuellement à son procès de ça. Passer le procès à un autre, donc toujours dans le flou et dans l'attente. Et aussi, on n'a pas vu les droits de l'homme essayer de s'accaparer ou bien de prendre vraiment à bras le corps sur ce procès. Monsieur Mohamed Baïdgaï, merci pour cette question. Au niveau des milieux des défenseurs des droits de l'homme, tout ce que les militants peuvent faire, c'est de communiquer et de demander à ce que la justice soit indépendante et qu'elle ne soit pas laxiste sur ce dossier-là et qu'elle ne soit pas sous l'influence de quelque part que ce soit les religieux, que ce soit la communauté internationale. La Mauritanie est assez indépendante, assez souveraine pour avoir des juges capables de discerner entre appliquer la justice et voir la vie d'un individu en danger. Pourquoi ne pas aussi manifester contre la peine de mort? Vous avez vu quand même comment la nature des mobilisations, la nature de la pression. Est-ce que vous pensez qu'une association de droits de l'homme aujourd'hui peut, même si elle peut, à travers de communiquer, faire valoir son opinion, mais dans la rue, les militants risquent d'être à la vindicte populaire. Aujourd'hui, on sait que même rien que dire qu'on peut pardonner à Ould Khaïter parce que c'est un être humain qui a commis une erreur, même ça, quand tu le dis à travers, par exemple, par le biais des réseaux sociaux ou dans des taxis, tu es livré à des insultes, à des menaces. Donc c'est pourquoi on ne peut pas ajouter de l'huile sur le feu. Dieu est le seul juge. On va passer toujours dans l'actualité. Lui aussi, il va avoir des lendemains meilleurs après sa libération. Si c'est prêt, on va revenir sur la libération de Cheikh Baye. Oui, lui, c'est un activiste. Cheikh Baye aussi, on le prétend, il anime un site électronique dans l'information. Il a été condamné à 3 ans de prison, transféré à Alleg. Son procès en appel lui a valu une libération. Quel commentaire faites-vous? Bon, la première chose, c'est je le félicite parce que c'est un jeune très brave qui a quand même connu la prison pour ses opinions. Même si le chef d'accusation, c'est d'avoir jeté sa chaussure sur un ministre. Mais quand même, avant cela, il avait un passif de militant, un passif d'activiste, et un passif d'activiste qui n'est pas des moindres, c'est celui des militants pour les droits civiques en Mauritanie. Et il pouvait être
gardé en prison pendant quelques jours, mais ça ne méritait pas quand même tous ces procès-là médiatiques. Mais c'est au ministre de la République. Oui, même si c'est un ministre de la République, mais bon, écoutez, c'est au moment de Baïdigué, s'il vous plaît. C'est qu'à travers l'histoire de la Mauritanie, on a vu quand même aujourd'hui des hommes politiques bien cadrés, bien intégrés, que ce soit au niveau du pouvoir ou de l'opposition, qui ont quand même pris des armes souvent contre la Mauritanie. Et il y en a même qui sont aujourd'hui au sommet de l'État et qui ont fait des choses contre la Mauritanie et contre les hommes d'État mauritaniens. Mais c'est quand même peut-être une erreur de jeunesse, mais ça ne devait pas quand même le conduire en prison. Avant tout, il a exprimé ses opinions. Il est allé en prison parce qu'il a exprimé ses opinions. Et je peux vous dire quand même, j'ai été au procès de ses camarades qui ont contesté le verdict lorsqu'il a été jugé. Et ces gens-là ont été emprisonnés le même jour. Ils sont conduits en prison. Et à leur procès... Sans mandat de dépôt. Bien sûr que le mandat de dépôt a été délivré sur le coup. Le procureur en a décidé. Mais à leur procès, un des jeunes, interrogé par le représentant de la partie civile de l'État, on peut dire, il posait une question lui disant « Mais vous êtes d'une grande famille, comment vous pouvez vous permettre de se comporter ainsi vis-à-vis des hommes d'État ?» Il dit « Mais si les hommes d'État ne respectent pas leur engagement, c'est qu'ils ont failli à leur dignité. Ils ont failli à leur engagement. » Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des gens comme Cheikh Baye, ils peuvent se permettre de jeter parce qu'il n'y a plus de respectabilité de l'homme d'État. La source, ça dénature. Mori Web revient, Cheikh Baye libéré après 7 mois de détention. On a aussi Sahara Media qui a relaté l'activiste Cheikh Baye libéré. On va voir, d'autres sites ont repris largement. Il y a Futur Afrique qui a dit les autorités mauritaniennes ont libéré Cheikh Baye. Est-ce qu'aujourd'hui, Cheikh Baye, pour le refaire, il va le refaire en exprimant ses opinions? Au mois de septembre, j'étais en Tanzanie. On devait présenter sur la liberté d'expression en Mauritanie. On a présenté le cas de Cheikh Baye. Moi, avec mon binôme, j'ai tenu à ce qu'on présente le cas de Cheikh Baye comme un acteur de la liberté d'expression, un blogueur. Il y avait un ancien journaliste tanzanien qui a quand même connu beaucoup de choses dans son pays et qui a quand même un témoin historique du continent africain. Et il a dit, OK, on avait un débat un peu houleux entre les Ghanéens qui disaient non, ça ne se fait pas, on ne peut pas se permettre d'infliger un tel sort à un ministre. Il a dit, OK, si le ministre ne respecte pas son engagement, c'est que on peut lui faire tout ce qu'on veut tant qu'on reste dans le minimum de respect. Il ne faut pas voir l'acte de jeter, il faut voir le symbole de l'action. Mais aujourd'hui, peut-être, oui, la prison, comme disait un grand savant, c'est que comme le bannissement, la prison amoindrit l'homme. Et donc, peut-être il peut réfléchir un peu prochainement dans ses actions. On l'a vu dans les démocraties avancées avec la chaussure du président américain Bush, les œufs de certains ministres français. Mais en Afrique, comme on le dit, même en Mauritanie, la démocratie est naissante. Oui, dans une démocratie naissante, là où il y a le respect des lois, là où il y a le respect de la parole publique, là où il y a le respect des engagements, là où il y a respect de la respectabilité même de la personnalité publique et de l'homme d'État, c'est-à-dire la chose publique est respectée, l'homme d'État même a une respectabilité, on ne peut pas se permettre des choses pareilles. Il y a tout récemment en France, on a vu que Manuel Valls, l'ex-premier ministre, a été giflé, mais ça n'a pas pour autant, et ça paraît, on n'a pas mobilisé la République contre cet adolescent-là. On a compris que c'est une pégadille, donc on laisse passer. On va passer toujours à l'actualité, le retour du Maroc à l'Union africaine. Avec ces images, le Maroc va réintégrer l'Union africaine après le vote lundi de 39 chefs d'État africains sur 54 réunis à Addis Abeba.
le chef d'État de l'Union هو يوم africaine جميل ont عندما décidé نعود de إلى réintégrer Maroc. A-t-on appris de source? Le retour du Maroc, il y a eu des commentaires. La présidente libérienne, Ellen Johnson Sirleaf, a également confirmé la majorité des États membres avaient accepté la demande du Maroc de réintégrer l'Union africaine. L'Afrique veut parler d'une seule voix et nous avons besoin que tous les pays africains soient associés à cette voie. Ellen Johnson Sirleaf. Même en Mauritanie, il y a eu quand même beaucoup de cadres qui ont vraiment politiques qui ont vraiment parlé du retour. Par exemple, nous avons Cheikh Sidi Ahmed Ould Baba, le président en exercice du Forum, un vaste rassemblement de partis, comme on le dit. Le retour du Royaume du Maroc au sein de l'Union africaine est une bonne nouvelle et va dans le sens des intérêts du continent. Il y a Mohamed Jamel El Mansour, le leader du rassemblement aussi. Il a dit le retour du Maroc dans sa famille naturelle. Le Royaume est capable de jouer le rôle positif dans le développement du continent et d'aider à l'ancrage de la démocratie. On a vu Ahmed Ould Hamza, membre des RFD, le parti de Ahmed Dada. Lui, il dit je suis très heureux que le Maroc retrouve sa place au sein de l'UA. Pourquoi cet engouement du Maroc? Naturellement, le Maroc retrouve sa famille continentale. Et le Maroc aussi, ce n'est pas un petit pays, c'est un pays qui peut s'imposer à travers son leadership. Et ces dernières années, elle a compris que la politique de la chaise vide ne peut pas rapporter grand-chose. Et surtout dans ce brûlant dossier, notamment celui du Sahara. Donc, pour défaire un peu tout ce qui a été fait toutes ces dernières années de leur absence, ils ont besoin d'être présents et de briller de toutes leurs forces pour pouvoir quand même avoir leur mot à dire dans ce concert des nations. Dans ce concert des nations, et aussi on a il ne faut pas oublier que le Maroc a aussi des intérêts dans plusieurs pays africains, notamment dans l'entrepreneuriat. Donc ce retour-là va permettre de remettre un peu de dynamisme économique dans notre continent. Mais aussi, il a posé les jalons avec vraiment l'octroi des cartes de séjour. Oui, en fait, c'est vraiment ça vient à point nommé, puisque le roi, il est en train d'appliquer une politique d'ouverture vis-à-vis des subsahariens. Il a autorisé la régularisation des 6000 subsahariens et même ils sont en train de vouloir augmenter les chiffres. Donc c'est une très bonne nouvelle, à la fois diplomatiquement et à la fois économiquement pour le royaume chérifien. Le royaume chérifien, comme on le dit, un pays frère, nous le disons au royaume chérifien. Bienvenue à l'Union africaine. On va passer à l'actualité internationale. Aujourd'hui, tous les yeux du monde sont rivés aux États-Unis avec le président charismatique à l'image de Donald Trump. Donald n'a pas tardé vraiment à exécuter ses promesses de campagne. On a vu avec les restrictions, quels commentaires faites-vous? Oui, en fait, le premier commentaire, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est un président populiste, donc qui surfe sur les émotions et qui n'a plus rien à perdre parce que c'est un argentier, il y a beaucoup d'argent, donc du coup, tout ce qui lui manquait, c'était ce pouvoir, ce suprême pouvoir d'être à la tête des États-Unis. Maintenant, c'est la praticabilité de ces décisions-là. Vouloir quand même interdire certains Arabes l'accès des États-Unis, quand même, je pense que c'est que ses prédécesseurs n'ont pas réussi, lui, il ne va pas le réussir parce que la Constitution américaine quand même garantit certaines libertés, et notamment la liberté de circulation. Et voilà, la démission de la ministre de Justice en dit long. Oui, excusez-moi, le limogeage. Donc, c'est-à-dire qu'elle a compris que ça ne pouvait pas marcher. Et donc, la politique de Donald Trump ne va pas aller un peu plus
plus loin que cela. Mais quand aussi Donald nomme un conservateur, Neil Gorsuch, à la Cour suprême, c'est que Donald n'est pas, il est seul contre tous. Oui, mais c'est une proposition. Hein, je pense que cette nomination n'est pas encore effective, si je ne me trompe pas. Mais elle va être bloquée, d'après les informations que j'ai reçues, c'est que le système de vote au niveau ça passe par le Sénat et que les sénateurs démocrates vont bloquer. Et ils ont dit qu'ils vont bloquer pendant 4 ans. Donc c'est-à-dire que il y a aussi le secrétaire général de l'ONU qui a critiqué le décret américain anti-immigration visant les ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. Mais c'est pas seulement en fait, c'est irréaliste. C'est irréaliste comme politique, donc ça ne peut pas aller plus loin que cela. Le premier, on peut dire, c'est le premier gémissement de Trump, mais il va revenir à la raison en espérant que, puisque même Barack Obama, quand même, à travers son porte-parole, dit que c'est une valeur américaine, c'est une valeur qui a été touchée, donc il ne faut pas faire fi aux valeurs cardinales des États-Unis. Oui, comme il le dit à travers Kelvin Lewis, le fait que des citoyens exercent leurs droits constitutionnels, l'assemblée de mobilisation et de faire entendre par leur élu correspond exactement à ce que nous voulons voir lorsque les valeurs américaines sont en jeu. C'est déclare Barack Obama. Donc il sort de sa tanière après 10 jours à la tête des États-Unis de Donald Trump. Oui, mais c'est que là, Barack Obama est en train carrément d'appeler à la mobilisation à travers ces messages. C'est-à-dire que je dis que si jamais les valeurs américaines sont touchées, si vous manifestez, c'est que c'est votre plein droit et que toutes les forces vives de la nation vont être derrière vous. Ce qui malheureusement n'est pas le cas en Afrique. À chaque fois qu'on essaye de se réunir pour exprimer une opinion quelle que soit, si elle ne va pas dans le sens des dirigeants, c'est qu'on est gazé, on est emprisonné. Et le cas de Cheikh Baye en est vraiment illustrant. Est-ce qu'aujourd'hui les grands électeurs n'ont pas regretté l'élection de Donald Trump? L'élection de Donald Trump, c'est déjà... Que Donald Trump, dans sa perception, je ne suis pas américain. C'est un grand homme d'affaires et chef d'entreprise. Est-ce qu'ils ne veulent pas faire l'Amérique comme une entreprise familiale? Je ne suis pas américain, je ne suis pas spécialiste des États-Unis, mais je sais que la population entière n'est pas satisfaite de cette élection-là. Merci beaucoup Basouley, éditorialiste de RMI Info. Merci de nous recevoir chez vous dans votre studio Revue de Presse. Nous vous disons au revoir, à la prochaine avec d'autres invités pour décrypter l'actualité nationale et internationale. Bye bye.